marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde. Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur ERFM et ceci est le 13e épisode de La Marche du Monde et je suis bien sûr en compagnie de Youssef Indy. Salut Youssef. Salut Yann, bonjour à tous. Pour ce 13e numéro, une fois n'est pas coutume, nous allons parler du conflit qui fait rage en Ukraine. On entend des analyses un peu partout sur des blogs de différents spécialistes militaires, géopolitiques, même anthropologues. Tout le monde y va de son commentaire et c'est vrai que ce sont souvent un peu toujours les mêmes arguments que l'on entend. Et c'est pour ça, Youssef, que j'ai trouvé ton dernier article sur la notion d'ennemi dans le judaïsme vraiment passionnant, puisque tu vas sur un terrain, bon, on peut le dire, un terrain dangereux, mais passionnant, puisque tu es, je crois, le seul à prendre ce chemin, d'essayer d'expliquer en fait ce conflit via l'angle eschatologique. Oui, alors ce que j'ai voulu développer dans cet article, donc la notion d'ennemi dans le judaïsme. Bon, la notion d'ennemi, elle peut se décliner. Je le fais dans l'article. Je parle d'ennemi circonstanciel. J'explique que les États qu'ils soient laïcs ou les royaumes chrétiens ou l'Église catholique ou les royaumes ou musulmans ou le califat, en gros toutes les puissances politiques étatiques n'ont que des ennemis circonstanciels. Et en étudiant le judaïsme, ce que je fais depuis maintenant quelques années, je me suis rendu compte que dans le judaïsme, il y avait une notion d'ennemi qui était tout à fait différente. Est-ce que tu peux donner des exemples quand tu dis que, par exemple, dans le christianisme et l'islam, on parle d'ennemis circonstanciels et d'alliances peut-être possibles entre différentes religions? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Alors, on nous présente souvent le monde musulman comme un bloc et le monde chrétien comme un bloc antagoniste et même ontologiquement opposé. Alors que lorsqu'on se penche sur l'histoire réelle des États musulmans et des États chrétiens, on constate de nombreuses alliances croisées. On a par exemple, je donne dans l'article des exemples très précis, entre Charlemagne et Haroun al-Rachid au IXe siècle, puisque de son côté Charlemagne avait comme puissance concurrente, voire ennemie, l'empire chrétien d'Orient, donc à Byzance, que la puissance califale de l'époque abbasside contenait. Et les Abbassides de leur côté, donc Haroun al-Rachid en particulier, avaient comme ennemi une survivance des Omeyyades en Espagne qu'il voulait, donc Haroun al-Rachid, que Charlemagne contienne. Ensuite, durant la période des croisades, je donne un certain nombre d'exemples aussi de chrétiens alliés à des musulmans opposés à d'autres chrétiens alliés à d'autres musulmans. Aussi, on a par exemple au début du XVIe siècle, après la Reconquista, une alliance entre l'Espagne catholique et le Maroc musulman contre les Ottomans. C'est pour ça d'ailleurs que les Ottomans n'ont jamais pu conquérir le Maroc. Ils se sont implantés au Maghreb, mais jamais au Maroc. On a le roi de France, François Ier, qui s'allie à Sulayman le Magnifique, turc. Bon, des exemples comme ça, il y en a. Mais est-ce qu'on peut en contre-exemple et pour alimenter notre discussion, que penser du djihad? Parce que le djihad, c'est quand même une guerre radicale, intégrale contre tous les infidèles. Non. Le djihad originellement, il y a deux djihads. Il y a le petit djihad qui est justement le combat matériel, militaire, et le grand djihad, on appelle djihad an-nafs, c'est-à-dire le djihad contre l'ego, contre les passions. Et dans l'histoire de l'islam, si on remonte aux origines, donc à l'époque du prophète, je cite dans l'article
des épisodes très précis et même le Coran où en fait il est question de combat contre les polythéistes arabes qui attaquent les musulmans, donc qui sont en guerre contre les musulmans. Mais à l'époque, il y avait des pactes de non-agression, disons, entre les musulmans et certaines tribus polythéistes. Et d'ailleurs, je cite un passage du Coran qui dit que les pactes sont dénoncés vis-à-vis des tribus polythéistes qui ont violé les pactes et qui se sont alliés aux ennemis des musulmans. Et on a même un passage du Coran qui dit que si l'un d'entre eux, un des combattants polythéistes, donc que vous combattez, cherche refuge auprès de vous, accordez-lui refuge afin qu'il puisse entendre les paroles de Dieu, car il est issu d'un peuple d'ignorants, et ramenez-le à son lieu de sûreté. Ce que je voulais montrer par là, c'est que ni dans le christianisme ni dans l'islam, il n'y a d'ennemis ontologiques. Le polythéiste n'est pas un ennemi ontologique de l'islam, de même que les juifs et les chrétiens ne sont pas des ennemis tout court des musulmans, à moins que ceux-là n'attaquent les musulmans. Et peut-être aussi le fait que ce sont deux religions universelles qui n'ont pas pour but finalement de détruire les infidèles, mais d'en faire des convertis et d'en faire des frères, oui. Finalement. Alors l'objectif du christianisme naturellement est de convertir les non-chrétiens au christianisme, à commencer par les juifs. Le Coran invite à diffuser le message, mais bien sûr, tout comme dans le christianisme, pas à convertir de force, parce que d'ailleurs, même les juifs qui vivaient sous un pouvoir chrétien en Europe, par exemple, durant tout le Moyen-Âge, n'ont pas été contraints à la conversion, sauf exception. Il y avait des exceptions, mais la constante de la politique religieuse de l'Église a été de ne pas les convertir de force. De même, du point de vue islamique, une conversion de force est invalide puisque on doit se convertir volontairement si on a la foi. D'ailleurs, un passage du Coran qui s'adresse aux prophètes en disant si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de l'humanité entière des croyants. Mais toi, peux-tu les contraindre à croire ? Non. Donc, il faut bien distinguer les choses. Et donc, face à cet ennemi donc circonstanciel que tu viens parfaitement d'expliquer, de détailler, on peut lui opposer un ennemi ontologique propre au judaïsme. Voilà. Alors dans le judaïsme, ce qui est frappant, c'est qu'il y a un certain nombre d'ennemis, d'archétypes, ennemis des fils d'Israël, et ces archétypes, donc on a par exemple Amalek, on a les Perses, on a les Cananéens, on a les Amoréens, on a Édom bien sûr, et puis on a Ishmaël. Et ces archétypes d'ennemis d'Israël ne sont pas des ennemis qui appartiennent au passé. Ils appartiennent d'une certaine façon à l'éternité. D'une certaine façon, on retrouve des incarnations de ces archétypes ennemis d'Israël qu'il s'agit à chaque époque de combattre et de détruire. Et donc on parle là des 4 empires, hein, c'est ça ? Tu peux détailler ? Oui, alors il y a dans le livre, il n'y a pas que, mais dans le livre de Daniel, je donne cet exemple-là, dans le livre de Daniel, dans la Bible hébraïque, on a un songe que fait Nabuchodonosor. Donc Nabuchodonosor appelle les mages et magis, et il leur demande d'interpréter le rêve. Sauf que lui, ce qu'il veut, c'est pas que leur raconter le rêve et qu'il l'interprète. Et il dit, non seulement vous devez l'interpréter, mais vous devez le deviner. Donc il appelle Daniel, donc le prophète judéen Daniel, qui vient avec ses compagnons. Donc Daniel, grâce à Dieu, il a la connaissance de ce rêve, et donc c'est une statue qui a donc la statue d'un homme, et chaque partie du corps, la tête, le buste, les jambes, les pieds, correspond à un empire. Donc l'empire babylonien qui doit tomber, l'empire des Mèdes, l'empire perse et l'empire romain. Édom. Alors
Édom, on le retrouve aussi dans la Genèse, puisque Édom, c'est le surnom d'Ésaü, Ésaü qui est le frère de Jacob. Et dans la tradition rabbinique et talmudique, Édom, c'est Rome. Et Rome devient, donc se convertit au christianisme, et par conséquent, dans la tradition talmudique et rabbinique, Édom et Rome c'est l'Europe, et l'Europe c'est la chrétienté, et il s'agit de détruire cette chrétienté. Donc L'Occident, bien sûr. Et il y a également, comme je l'ai dit, Ishmaël. Alors Ishmaël, c'est le frère, donc le fils d'Abraham et le frère d'Isaac, et qui est l'ancêtre des Arabes, et donc par extension l'ancêtre des musulmans, qu'il s'agit aussi de détruire. Donc en fait, dans la Bible hébraïque, puis dans la tradition talmudique et rabbinique, on a toute une série d'ennemis qu'il faut détruire et continuer à détruire jusqu'à aujourd'hui. Alors je donne un exemple un exemple très très concret. On a Benjamin Netanyahou, premier ministre de l'État hébreu, qui se rend en 2017 auprès de Poutine à Moscou. Et il demande à Poutine en fait de chasser l'Iran de Syrie. Et l'argument qu'il apporte à Poutine, c'est que dans le livre d'Esther, dans la Bible hébraïque, eh bien les Perses à l'époque, qui sont les ancêtres des Iraniens d'aujourd'hui, ont voulu exterminer soi-disant les Juifs, et que donc ça fait d'eux une figure d'ennemi ontologique et donc éternel de l'État d'Israël qu'il s'agit encore et encore de détruire. Et je rappelle au passage que les rabbins oublient quand même que ce sont les Perses qui ont fait reconstruire le temple de Jérusalem et qui ont rapatrié, même s'ils le voulaient pas puisqu'ils vivaient très bien à Babylone, rapatrié les Judéens sur leur terre. Donc ça, on met ça de côté. On ne met en avant que le récit mythique du livre d'Esther, qui se termine quand même par le mariage du roi perse avec Esther, qui était dans son harem, et qui lui le convainc de tuer ses propres compatriotes, à savoir 70 000 Perses, et son vizir Haman. Donc Benjamin Netanyahou, qui est aussi très influencé par le rabbinat, donc mais pas seulement Netanyahou, pas seulement l'État hébreu, pas seulement les rabbins, mais aussi des intellectuels juifs, même athées, qui poursuivent en fait, qui prolongent cette vision du monde, notamment Bernard-Henri Lévy. Oui, Bernard-Henri Lévy qui est un peu une boussole pour comprendre un peu ce qui se passe, les enjeux, et tu en parles d'ailleurs très bien, et tu évoques ce livre qu'il a écrit, L'Empire et les 5 rois. Oui. Alors en fait, les 5 rois, il fait référence à 5 rois amoréens que Josué, donc qui prend le relais de Moïse, puisque Moïse n'a jamais vu la Terre Sainte, donc c'est Josué qui devient le chef politique et militaire des Hébreux sortis d'Égypte. Et dans le récit biblique, Josué, obéissant à Yahvé, extermine la population autochtone de Terre Sainte. Et donc, dans cette conquête, il y a 5 rois amoréens qui vont se réfugier dans une grotte parce qu'ils sont vaincus. Et Josué les déloge, il les fait sortir de la grotte, il leur met le pied sur le cou, et il dit donc aux autres Hébreux qui sont avec lui de ne pas craindre, de mettre eux aussi leur pied sur le cou et de les exécuter. Donc il les exécute. Et en fait, là on a encore un exemple d'ennemi ontologique. Pour BHL, les 5 rois qu'a vaincu Josué sont aujourd'hui les États sunnites, l'Iran, la Turquie d'Erdogan, la Russie de Poutine et la Chine impérialiste comme il dit. Les États autoritaires qui ne sont pas encore tombés du côté de la démocratie. Voilà. Et donc donc son livre s'appelle L'Empire et les 5 rois, et pour lui qu'il a écrit quand? En 2018. Oui, c'est récent. Ouais. Oui, c'est récent. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est que l'Empire, c'est les États-Unis et le monde occidental. Donc en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a une
jonction entre l'eschatologie juive et l'hégémonisme états-unien, puisque en fait il acte l'intégration de l'Europe à cet empire américain qui, selon lui, doit combattre ces 5 rois. Et d'ailleurs, à l'époque, donc on est sous le mandat Trump, à l'époque, BHL critique la politique de Trump en disant mais les États-Unis se sont reniés. Donc, en gros, ce qui veut dire par là, c'est que Trump est le seul président depuis des décennies à ne pas avoir déclaré de nouvelle guerre. Isolationniste. Voilà. Donc, ça lui pose un problème, lui, Bernard Henri Lévy, qui a une vision du monde biblique, parce que pour lui, le rôle que doivent tenir les États-Unis, c'est celui de destructeur des 5 rois. Donc, en fait, continuer ce qu'ils ont déjà fait en Irak et ailleurs, et provoquer une conflagration mondiale, parce que s'attaquer à la Russie de Poutine et à la Chine, ce n'est pas comme détruire l'Irak, la Syrie ou la Libye. Ce sont des puissances nucléaires. Mais l'héritier de l'Occident, donc du 4e empire, Édom aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Donc comment expliquer que il se servent de cette puissance pour réaliser en fait ce schéma biblique? Alors déjà, selon les rabbins, l'interprétation n'est pas la même, parce que certains vont vous dire que Édom c'est l'Europe et qu'il s'agit de détruire l'Europe. Ils parlent très peu des États-Unis. D'autres rabbins vont dire effectivement les États-Unis c'est Édom, c'est l'héritière de Rome, ce qui est faux. Parce que même les pères pèlerins, quand ils arrivent en Amérique, ils considèrent l'Amérique non pas comme la nouvelle Rome, mais comme la nouvelle Jérusalem. Bon, je ferme la parenthèse, c'est pas la question. Mais du point de vue d'un BHL ou d'un rabbin ou du lobby pro-israélien, l'objectif, c'est d'envoyer les États-Unis dans une mort certaine, dans une guerre nucléaire qui détruira effectivement les États-Unis. Ça fait partie de leur objectif, puisque selon eux, pour que le règne d'Israël advienne, il faut que toutes les grandes puissances disparaissent, y compris les États-Unis. Et ça, c'est écrit dans quel texte? C'est des interprétations faites par des rabbins? Les textes, la Bible hébraïque et le Talmud ne parlent évidemment pas des États-Unis. Par contre, ces textes rabbiniques parlent de la destruction d'Édom. Par exemple, dans mon premier livre, je cite le Zohar, qui est un livre mystique, le livre des splendeurs, un des ouvrages les plus importants de la mystique juive, donc écrit autour de 1290 et 1296 par un kabbaliste espagnol, qui nous dit que à la fin des temps, Ismaël, donc les musulmans, sèmeront le trouble dans le monde, et que Édom ira combattre Ismaël, donc en Terre Sainte, mais qu'en combattant Ismaël, donc qui vaincra Ismaël, lui, Édom, n'occupera pas la Terre Sainte. C'est en fait ce qui s'est passé avec la Grande-Bretagne, donc la Palestine sous mandat britannique, qui a créé le foyer national juif. Mais dans les autres textes que je cite notamment dans cet article, mais plus dans mon premier livre, on a la récurrence de la destruction d'Édom. Déjà dans les premières, chez Eliezer ben Hyrcanos, donc un maître du Talmud au 1er siècle, qui interprète le livre de Daniel en disant que une des conditions de l'avènement du Messie, c'est la destruction de Rome, avant même que Rome ne soit chrétienne d'ailleurs. Faut insister là-dessus. Oui, parce que tout ça est motivé justement à cet objectif final, oui, l'arrivée du Messie. Oui, bien pour sûr. Les profanes qui ne connaissent pas forcément. Oui. Parce que dans le Talmud, on trouve d'autres passages. C'est pas dans mon article là, mais j'en ai parlé dans un long texte que j'ai écrit sur Stratégica qui s'appelle Guerre eschatologique, où donc je cite des passages du Talmud très clairs là-dessus, et même la Haggadah, donc les récits mythiques juifs, qui nous disent que le Messie arrivera à Rome, et en fait que son arrivée à Rome conduira à la chute de Rome. C'est pour ça que certains rabbins kabbalistes se prenant pour le Messie ont voulu rencontrer le pape pour soumettre le pape, en fait. Donc il y a dans la tradition juive cette dimension importante de la chute de Rome qui est permise par l'arrivée du Messie, ou la chute de Rome
qui permet l'arrivée du Messie. Donc, pour résumer, il y a un certain nombre d'ennemis ontologiques qui existent toujours, en fait, selon les rabbins et les intellectuels juifs, et qu'il s'agit d'abattre. Il faut toujours abattre une puissance ou des puissances. Et donc, hier, c'était Saddam Hussein, parce qu'à un moment donné, on nous a dit que c'était... qu'il était même l'incarnation, certains protestants millénaristes nous disaient qu'il était l'incarnation de l'antéchrist. Donc il y a toujours un ennemi ontologique à abattre. Ensuite c'était Assad, c'est l'Iran, etc. Sirius, par exemple, dans la Bible hébraïque, est quasiment qualifié de Messie, puisque en fait les Perses ont vaincu les Babyloniens et ils ont fait permis la reconstruction du temple, mais les Perses demeurent une figure de l'ennemi ontologique qu'il faut abattre. Et c'est pareil pour la Russie, c'est-à-dire que oui, certes, la Russie a combattu Hitler, mais quelqu'un comme BHL, par exemple, qui est pas un mensonge près, mais ose dire que ce sont les Américains qui ont fait tomber Hitler. C'est-à-dire ça fait même pas un siècle, ils sont déjà en train de réécrire l'histoire et de nous expliquer qu'en fait, ce sont les Américains qui ont abattu Hitler. Alors qu'en réalité, tout le monde sait que ce sont les Soviétiques. Donc, et en fait, la propagande marche bien, hein, quand même. Oui, elle marche bien. Mais en fait, cela vient confirmer ma thèse, c'est-à-dire que l'ennemi ontologique est un ennemi quoi qu'il fasse. Voilà. Il peut libérer le camp d'Auschwitz, il peut détruire l'Allemagne nazie, tuer Hitler. Il peut avoir été allié à un certain moment, il restera un ennemi ontologique. Voilà. Et donc la Russie demeure un ennemi ontologique. Et quand on écoute les rabbins, par exemple, quand ils parlent de la Russie, leur discours est très très clair. C'est-à-dire que pour eux, la Russie, lors de la guerre de la fin des temps, la Russie fera partie des ennemis d'Israël. Ils considèrent la Russie comme ennemi d'Israël. Alors, Poutine a beau faire copain-copain avec Ber el-Lazar, des oligarques juifs peuvent se maintenir en Russie, la communauté juive, oui, en Israël, la communauté juive peut bien vivre en Russie, enfin tout ce qu'on veut. Oui, et puis il y a une communauté russe en Israël très importante. Oui, mais ça ne change rien au fait que la Russie demeurera un ennemi ontologique. Oui. Ce qui dépasse le petit peuple israélien, qui est complètement loin de tout ça. Oui, et d'ailleurs, ça me rappelle la phrase de Julien Freund, qui est un élève de Carl Schmitt, qui dit: si votre ennemi a décidé que vous étiez son ennemi, vous n'y pouvez rien. Ouais. Vous aurez beau... C'est pas vous qui choisissez. Vous aurez beau essayer d'arrondir les angles avec lui, de vous réconcilier avec lui, vous demeurerez son ennemi. C'est comme l'antisémitisme. C'est pas nous qui choisissons. Voilà. Si vous êtes un antisémite, c'est comme ça. C'est comme ça, de façon ad vitam aeternam. C'est l'étiquette, et plus vous essayez de vous débattre, plus en fait vous vous enfoncez. Parce que vous êtes un ennemi ontologique et vous êtes un antisémite ontologique. Il y a une dimension métaphysique là-dedans et parfois même biologique. Et donc ceci explique que bien qu'il y ait eu donc la chute du mur de Berlin, la perestroïka et les incroyables concessions faites par les élites russes à l'Occident à cette époque, cela ne suffisait pas en fait. C'est-à-dire que pour les néoconservateurs américains, non, ça suffit pas puisque ça ne suffisait pas. Puisque l'objectif, d'ailleurs, il y a des documents qui ont été rendus publics de la Rand Corporation, qui est un think tank quasiment officiel en fait aux États-Unis, et qui propose en fait de faire éclater la Russie, de diviser la Russie en 12 parties. Mais c'était le même projet pour l'Irak, pour le Maghreb, pour la Syrie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'origine de ce courant néoconservateur? Non, mais le courant néoconservateur est un courant juif. Ce sont les fameux Straussiens. Oui, c'est les Straussiens, Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors ce sont en fait des intellectuels qui viennent d'Europe, des juifs d'Europe, qui se sont installés aux États-Unis et qui sont, alors il y en a encore qui sont vivants, je crois. Norman Podhoretz c'est toujours vivant. Et il y a Wolfowitz, non, qui est un c'est un ancien secrétaire d'État américain, un faucon qui était alors, derrière la guerre en Irak, anti-russe virulent. D'ailleurs, c'était lui qui dès 93 disait on doit capitaliser, tirer un maximum de bénéfices de la chute de la Russie actuelle
après la chute du mur de Berlin, justement, la décomposition de l'Union soviétique, tirer un maximum de bénéfices avant que la Russie ne se relève et qu'il y ait d'autres puissances qui se relèvent. Donc, ce sont des juifs d'Europe centrale, trotskistes, installés aux États-Unis, qui qui ont fait un virage à droite, en fait. Ce sont des anciens trotskistes passés en gros à l'extrême droite et qui sont tous en fait des pro-israéliens fanatiques, comme d'autres intellectuels français qui étaient des maoïstes et qui sont devenus des ultrasionistes. Ouais. Voilà. Oui, comme BHL, comme Glucksmann, Weber, Glucksmann, bien sûr. Donc c'est comme Benny Lévy. Oui, tout à fait. Benny Lévy qui a beaucoup influencé d'ailleurs Finkielkraut et BHL, qui était un maoïste et qui dit lui-même, je suis passé de Moïse à Mao et de Mao à Moïse. Et il dit c'est le cheminement naturel du judaïsme. Intéressant. Voilà. Donc c'est cela. Ce sont des juifs d'extrême gauche révolutionnaires, en fait, qui sont devenus des néoconservateurs et qui ont colonisé l'appareil d'État américain. D'ailleurs, je vais en parler d'ailleurs dans mon prochain livre. Le général Wesley Clark, qui lui aussi est d'origine juive, mais qui est un patriote américain, a été Wesley Clark, c'est pas n'importe qui, ça a été le chef suprême de l'OTAN, et qui disait que en fait le 11 septembre, ça a été un coup d'État fait par les néoconservateurs. Il a donné des noms, dont Wolfowitz, et il a dit ces gens-là du Project for a New American Century, donc c'est le projet pour le nouveau siècle américain, mais quand vous regardez les fondateurs de ce projet pour un nouveau siècle américain, ce sont tous soit des juifs donc néoconservateurs, pro-israéliens, soit des non-juifs pro-israéliens fanatiques. Donc en fait, le think tank devrait s'appeler pour un nouveau siècle israélien, pas américain. C'est utiliser l'appareil d'État américain pour mener des guerres israéliennes. Donc Wesley Clark le dit dès 2007 publiquement, et puis dans la même période 2006-2007, les deux plus grands géopolitologues américains, Stephen Walt et John Mearsheimer, professeur à l'université de Chicago et professeur à l'université d'Harvard, qui publient leur fameux livre, Le lobby pro-israélien et la politique étrangère américaine, où ils expliquent que la politique étrangère américaine est très largement influencée par le lobby pro-israélien. Et donc ce courant a fait des petits. On peut parler de l'incroyable parcours de Victoria Nuland, qui est en première ligne sur le dossier ukrainien. Alors, Victoria Nuland, justement, est mariée à un néoconservateur. Alors, je crois que c'est Norman Podhoretz ou je crois d'origine ukrainienne. C'est Robert Kagan. Voilà, Robert Kagan, voilà. Donc Robert Kagan, qui est un néoconservateur juif, et il fait partie des fondateurs du Project for New American Century. Et donc cette Victoria Nuland. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celle qui avait dit fuck the EU dans une conversation téléphonique piratée par les Russes. Et c'est elle qui distribuait les petits pains pendant la révolution du Maïdan en 2014. Voilà, pour ceux qui ne situent pas. Enfin là, on est vraiment sur le. Elle est sous-secrétaire aujourd'hui, sous-secrétaire d'État dans l'administration Biden. Et elle occupait déjà un poste. Parce que c'est ça qu'il faut dire. Il faut expliquer aux auditeurs que le retour de Biden, c'est un deuxième coup d'État néoconservateur au sein de l'appareil américain. Je veux dire, ils ont réussi à écarter Trump, dans des conditions que tout le monde connaît, plus que louche. Ouais. Et donc derrière Papy Biden, en fait, vous avez la forêt néoconservatrice. Oui. Et Anthony Blinken, c'est la même chose. Anthony Blinken, bien sûr. Bah, bien lui, sûr. Il est relativement jeune, mais il appartient au même groupe. C'est la même tendance. Bon, bref, on retrouve tous les faucons néoconservateurs. Donc il y a une parenthèse Trump qu'a déploré d'ailleurs BHL. Et puis l'arrivée de Biden au pouvoir, c'est effectivement le coup d'État néoconservateur qui se confirme, et on reprend de plus belle. Biden, dès le début de son mandat,
il relance la crise ukrainienne C'est dès ça, les débuts. c'est ça, parce Dès qu'en les fait, débuts. il y a eu donc la première, enfin, c'est peut-être pas le premier étage, mais peut-être le deuxième étage de la fusée, donc c'était le Maïdan, hein. Oui, Bien avant la 2014, révolution colorée en 2005, 2005, oui, 2005, avec, ouais. oui. Et puis l'élection de Trump a mis tout ça un peu en stand-by, Oui. si je puis dire. Ouais. Et puis bon, et puis Trump écarté, Biden revenu aux affaires, on a pu reprendre Voilà, le projet de plus belle. Et là, on en est aux prémices peut-être d'une Voilà. troisième guerre mondiale. Voilà, donc les néoconservateurs mènent une politique hégémonique, donc américaine hégémonique, mais couplée avec un projet, c'est-à-dire que le projet israélien qui est fondamentalement eschatologique se couple parfaitement avec cette politique hégémonique américaine, elle-même pilotée en bonne partie par des néoconservateurs qui sont pro-israéliens. Donc en fait, on ne peut pas comprendre la politique étrangère américaine sans comprendre les visées eschatologiques et géopolitiques de l'État d'Israël et même du judaïsme politique. On peut parler aujourd'hui du judaïsme politique puisque je vois quand même Vincent Payon l'utilise comme sous-titre de son dernier livre. On peut parler aujourd'hui de judaïsme politique, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire au vu de l'actualité là sur le front ukrainien, puisque les dernières nouvelles nous donnent à penser que les Russes se dirigent vers une victoire, hein, notamment avec la bataille de Bakhmout, qui semble être une victoire décisive à entendre certains spécialistes militaires, hein, et pas des militaires russes, hein, plutôt américains, qui sont lucides sur la question. Comment tu vois les choses, toi, évoluer là? Là maintenant, il devient clair que les Russes ne perdront pas, parce qu'il s'agissait de cela, au moins d'embourber les Russes. Je pense que la stratégie au départ, c'était de faire de l'Ukraine pour la Russie de Poutine un Afghanistan bis de l'époque soviétique. En fait, c'est la stratégie de Brzezinski à l'époque, mais n'est pas Brzezinski qui veut, parce que d'ailleurs Brzezinski, juste avant de mourir en 2016, il publie un article qui s'appelle Toward a Global Realignment, vers un réalignement global, où il dit en gros, je me suis trompé dans le grand échiquier, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. En voyant la mort arriver, il se repentit peut-être. Non, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, il voit la réalité multipolaire, et il comprend que pour les États-Unis il dit nous sommes toujours une grande puissance, mais nous ne sommes plus l'hyperpuissance, la superpuissance qui domine le monde. Il y a la Russie, il y a la Chine, on doit faire avec. Et il proposait lui de tendre la main à la Chine et d'en fait de trouver un terrain d'entente avec la Chine, de laisser la Russie faire ses affaires avec les Européens et de découpler la Russie et la Chine. C'est exactement l'inverse qui se produit actuellement. C'est exactement l'inverse. Là, c'est en fait on attaque simultanément la première puissance nucléaire au monde, la Russie, et la première puissance économique mondiale, la Chine. Totalement stupide. Mais quand on revient à l'eschatologie juive et au néoconservatisme, on comprend mieux. Voilà. Donc, je pense que pour l'Ukraine, ça sent très mauvais. Ça sent le dépeçage de l'Ukraine. Ça sent la fin de Zelensky. Je pense que les Russes prendront ce qu'ils veulent de l'Ukraine. On voit déjà les Polonais qui lorgnent sur une partie de l'Ukraine, la Hongrie et également, mais c'est pas pour autant que la guerre va se terminer, parce que une fois que les Russes auront obtenu leur victoire en Ukraine, Il y aura d'autres foyers. oui, et puis Comme en Géorgie, par exemple. Oui, et puis là, il y a le foyer géorgien qui s'allume. On voit les dirigeants polonais qui ont une politique suicidaire, qui pourrait être poussée par l'OTAN et les BHL. La nouvelle Ukraine, quoi. Oui, ils sont bien partis pour, en tout cas. Très inquiétant. Les Polonais sont bien partis pour, mais les Polonais comptent sur l'article 5 de la charte de l'OTAN, qui prévoit l'entrée automatique des membres de l'OTAN dans la guerre. Mais c'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout, parce que les Ukrainiens pensaient
qu'en entrant en guerre, les autres membres, enfin même s'ils sont pas membres de l'OTAN, sur le papier, ils l'étaient de facto, puisque l'armée américaine, l'armée britannique, etc., étaient présentes sur le terrain, ils sont toujours présents sur le terrain. Et les Ukrainiens ont cru qu'à un moment donné, les Occidentaux entreraient en guerre contre la Russie. Ce n'est pas arrivé. Donc les Polonais, peut-être que demain, les Polonais se retrouveront dans la même situation. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Américains voulaient se battre contre les Russes jusqu'au dernier Ukrainien. C'est bientôt fait. C'est-à-dire que là, ils en sont à envoyer des gamins sur le front. Il restera bientôt plus d'hommes ukrainiens en âge de se battre. Donc les Ukrainiens ont été sacrifiés. Mais les Américains peuvent très bien envoyer d'autres pays européens au sacrifice. Si les deux principaux pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne, à savoir l'Allemagne et la France, ne disent pas à un moment donné ça suffit, les Américains continueront à envoyer les Européens. Parce qu'en fait, là, c'était jusqu'au dernier Ukrainien, mais à un moment donné, ça sera jusqu'au dernier Européen. Tout à fait. Donc les Américains ne s'arrêteront pas, les néoconservateurs ne s'arrêteront pas, les BHL ne s'arrêteront pas, tant qu'on sera pas tous morts. Non mais on rigole, mais c'est ce qui se passe. Ils sont prêts à envoyer toute l'Europe dans une guerre contre la Russie, ce qui signifie une guerre nucléaire, puisque je rappelle que là, sur le continent européen, en dehors de la Russie, il y a une puissance nucléaire, c'est la France. Donc s'il y a une guerre frontale entre la France et la Russie aura pour objectif premier de neutraliser la France. Alors, quand je dis neutraliser, je suis gentil. Merci Youssef pour ces éclaircissements, cette analyse. De rien. C'est passionnant. Ce prisme eschatologique donne vraiment un éclairage très intéressant à ce conflit et permet franchement de comprendre beaucoup de moi choses. j'invite tous les géopoliticiens qui m'écoutent à venir un peu sur ce terrain-là, puisque de toute façon à un moment donné les analyses vont c'est vrai qu'on vont tourne s'épuiser. on tourne un peu en rond là sur les analyses. Et puis, OK. voilà. Merci à tous, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Vous le savez, on continue le combat. ERFM sont les dernières voix un peu dissidentes encore autorisées, donc votre aide est vraiment la bienvenue et pour cela rien de mieux que le financement participatif. N'hésitez pas à vous rendre sur le site dédié à cela et à nous aider pour nous donner un peu de visibilité et nous permettre de continuer le combat. Nous avons plein de projets, plein d'envies, on a juste besoin d'un peu d'argent. Voilà. Merci à tous, merci Youssef Merci à et toi. à très vite. Bientôt. Salut à tous. La marche du monde. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Youssef Indy. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. La marche du monde.